14 arrestations de hauts fonctionnaires catalans, des perquisitions en série, des millions de bulletins de vote séquestrés, des manifestations quasi permanentes dans les rues. Le ton monte, et c'est le moins qu'on puisse dire, entre la Catalogne qui veut voter dimanche pour son indépendance et Madrid, la capitale espagnole, qui ne l'entend pas du tout, mais alors pas du tout de cette oreille. Ce référendum aura-t-il lieu dimanche? Quels sont les risques d'escalade? Quels sont les risques de violence éventuellement? Et en cas de oui dimanche, quelles conséquences pour la Catalogne, pour l'Espagne et pour le continent? Infrarouge ouvre le débat ce soir. Bonsoir à tous. Pour en parler, vos commentaires sur les réseaux qui ont été nombreux et nos invités en plateau que je vous présente tout de suite. Manuel Manonelles, il est délégué du gouvernement catalan auprès des organisations internationales. C'est en quelque sorte l'ambassadeur de la Catalogne à Genève. En face de lui, Joaquim Coll, historien et essayiste, auteur notamment de Catalogne, le mythe de la sécession. Il nous dira donc tout le mal qu'il pense de l'indépendance. Mireia Domènech Ibonet, qu'on appellera Domènech pour la fin de l'émission, journaliste catalane favorable à l'indépendance parce que choquée par la répression madrilène. Luis Rivas, journaliste espagnol, ancien directeur de la rédaction d'Euronews. Il conteste la légitimité du référendum. Nicolas Levrat, professeur de droit international et européen à l'Université de Genève. Il estime que les Catalans ont le droit de décider de leur avenir. Sébastien Faré, historien et directeur exécutif de la Maison de l'Histoire à l'Université de Genève toujours. Il estime que la confrontation actuelle n'est pas forcément une fatalité. Et enfin, en duplex à Berne, Mathias Reynard, conseiller national socialiste valaisan et coprésident du groupe parlementaire d'amitié Suisse-Catalogne. Merci à tous d'être avec nous. Avant d'ouvrir ce débat et de vous entendre les uns et les autres, je vous propose qu'on revienne sur la séquence particulièrement mouvementée des semaines et des jours qui viennent de s'écouler avec Jean-Marc Hélène. La scène est devenue presque banale à Barcelone depuis quelque temps. Des milliers de personnes dans les rues pour réclamer le droit de se prononcer sur l'avenir de la Catalogne le 1er octobre. Pour nous, ce n'est pas illégal. Notre Parlement a voté l'approbation du référendum. Donc, si les Catalans ont décidé de voter, nous voterons. Les tensions entre Madrid et Barcelone existent depuis très longtemps. Mais c'est le 6 septembre dernier qu'elles se transforment en véritable crise. Le Parlement catalan, déserté par la minorité antiséparatiste, vote la tenue du référendum sur l'indépendance. Un référendum qui est immédiatement déclaré illégal par la justice espagnole et qui provoque la colère de Madrid. Ce référendum d'autodétermination est clairement un acte intolérable de désobéissance à nos institutions démocratiques et le gouvernement se doit de défendre la dignité de ces dernières. Le gouvernement espagnol met alors tout en œuvre pour empêcher la tenue du scrutin. Les finances de la Catalogne sont mises sous tutelle et à l'instar de cet élu, les 700 maires qui autorisent la votation sont attaqués en justice. C'est la convocation du procureur pour un délit présumé de désobéissance. Vous imaginez? Je suis mis en examen parce que je veux mettre à disposition des citoyens un local pour qu'ils votent. Les opérations de police se multiplient. Des tracts et des millions de bulletins de vote sont saisis. Le point d'orgue est atteint mercredi passé avec l'arrestation de 14 personnes, des hauts fonctionnaires catalans directement impliqués dans l'organisation du référendum. En Catalogne, c'est l'indignation. L'État espagnol a suspendu de facto le gouvernement catalan et a appliqué de facto un état d'exception. Les libertés sont donc suspendues et réprimées. Conséquence, des milliers de personnes descendent dans la rue. Madrid envoie des policiers en renfort. Si les débordements ont été rares jusqu'à présent, la région est chauffée à blanc et personne ne peut dire aujourd'hui si les Catalans seront en mesure d'organiser le référendum dimanche prochain. Manuel Manonelles, on vient de le voir, la situation est pour le moins compliquée. On sait que 5 des plus grandes villes de Catalogne refusent de désobéir à Madrid. On sait qu'il y a un problème de liste électorale, on sait qu'il y a un problème de locaux. Aujourd'hui même, la police catalane a reçu l'ordre, une injonction en tout cas du parquet national d'interdire l'accès au bureau de vote. Est-ce que, tout bêtement, logistiquement, pratiquement, ce référendum sera possible dimanche? Oui, absolument. Ce n'est pas le référendum parfait,
mais c'est le référendum meilleur possible dans un contexte de boycott de la part de l'Espagne. Mais comment est-ce qu'il va avoir lieu, très pratiquement? Alors, en Suisse, on vote tout le temps. Oui, et nous sommes aussi dans ce contexte. Le gouvernement de la Catalogne a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour que ce référendum puisse être réalisé dans la meilleure manière dans ce contexte de boycott. Nous avons en tout cas déjà, la commission électorale a fait son travail, les centres de votation ont été déjà annoncés, les citoyens criés à gérer les centres de votation ont commencé à recevoir les notifications. Nous avons environ 50 000 bénévoles pour aider avec les questions logistiques dans les 2000 centres de votation. Des organisations locales, partis politiques, organisations de la société civile ont été déjà accréditées pour nommer les superviseurs dans ce centre de votation. Nous avons aussi des missions internationales d'observation électorale qui sont en place et en train de se développer. Nous avons aussi un programme de visiteurs internationaux pour surveiller tout ce processus de dimanche. Alors, le gouvernement de la Catalogne travaille jusqu'aux dernières minutes. Et il croit jusqu'à la dernière minute. Afin que les citoyens peuvent voter. Voter oui, voter non, ou ne pas voter. Joachim Coy, là-dessus, sur la faisabilité du référendum. Non, ce n'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas de conditions logistiques pour célébrer ce référendum, qu'en fait, ce n'est pas un référendum démocratique, je vais le souligner tout le temps. Mais pour les conditions logistiques... Pourquoi? Dites-nous pourquoi, simplement. Bon, alors, d'abord parce que c'est fait contre la moitié du Parlement de la Catalogne. C'est-à-dire c'est un référendum, un essai de référendum approuvé pour les forces indépendantistes contre la moitié du Parlement. Alors, c'est un référendum de part seulement pour les indépendantistes. Alors, la question politique, c'est très important. Et j'y reviendrai tout de suite. Mais pour la question logistique... Bien sûr, restons sur la question logistique. Ce que je veux dire, d'abord, qu'il n'y a pas une liste électorale publique. Et les membres des bureaux de vote ont été choisis de manière secrète. Aucune personne n'a reçu de lettre de nomination. Personne n'a encore reçu une carte indiquant le lieu pour voter, comme cela a toujours été fait, non? Et nous ne savons pas non plus comment les votes vont être comptés, non? Parce que les syndicats électoraux choisis par les indépendantistes a été dissu par la Cour constitutionnelle espagnole et ses membres ont démissionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions logistiques, au niveau logistique. Mais le problème de fond, c'est très grave, parce que c'est un problème vraiment démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un référendum contre la moitié de la population catalane, contre la moitié du Parlement de la Catalogne. Alors, on va évidemment venir à la question de la légitimité, mais on va peut-être rester d'abord simplement sur la faisabilité, oui ou non. Mireia Domenech, Joachim Coy vient de parler d'éléments assez précis, pas de liste électorale, pas de carte électorale. Le cadre d'un référendum démocratique est défini par le Conseil de l'Europe, par sa fameuse commission de Venise, qui sera certainement convoquée dans le débat. Est-ce que les conditions, bêtement, sont réunies pour que le référendum soit un référendum acceptable, démocratiquement parlant? Mais écoutez, tout d'abord, je voudrais répondre à M. Coy, en tant que journaliste, l'informer qu'il y a une majorité indépendantiste au Parlement de la Catalogne qui a été élue. Et d'ailleurs, on vient de voir les images des personnes qui se sont levées et qui sont parties. Et le Parlement a voté une loi de référendum. Donc voilà, c'est une majorité. 72 de 135 députés sont ouvertement indépendantistes. C'était dans leur programme électoral et ils ont fait ce qu'ils ont promis au niveau du programme électoral. Donc, à mon avis, pour vous répondre, la Catalogne a toute la légitimité. Et là, ce n'est pas moi qui parle en tant que journaliste. Je vais citer l'avis de l'expert des Nations Unies, M. de Zayas, qui en a parlé il y a 48 heures. C'est un expert en démocratie et droits fondamentaux. Et donc, à son avis, il y a une violation des droits fondamentaux en ce moment en Catalogne, parce que la Catalogne a toute la légitimité à pouvoir voter ceci. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un expert des Nations Unies. Voilà. Mais vous me facilitez la tâche pour passer la parole à Nicolas Levrat, puisque lui aussi c'est un expert, et dans ce dossier il y a autant d'avis qu'il y a d'experts. Vous avez rendu un rapport, vous, qui est commandé d'ailleurs, il faut le dire, par la Generalitat ou par le gouvernement catalan,
qui affirme que oui, les Catalans ont le droit à l'autodétermination. C'est évidemment une question qui fait beaucoup débat sur les réseaux depuis qu'on a posé la question. Je vous livre une remarque d'internaute, celle de Santiago Rivas, je ne sais pas s'il est lié avec Luis Rivas, qui nous dit « Le droit d'autodétermination est reconnu seulement aux colonies ou aux peuples soumis à des régimes autoritaires, ce qui n'est pas le cas en Catalogne. » Qu'est-ce que vous répondez à Santiago Rivas sur le plan du droit, vous le professeur? Alors, d'abord, sur le plan des faits, il a raison. Les Catalans ne sont pas soumis à la colonisation de qui que ce soit. Là, on est d'accord. En fait, en termes juridiques, au niveau international, la Charte des Nations Unies, à son article 1er, reconnaît le droit égal de tous les peuples à l'autodétermination. Il n'y a aucune référence à la colonisation ou autre. Et Alfred de Zayas, dont on a parlé, qui est un rapporteur spécial nommé par le Conseil des droits de l'homme, qui siège ici à Genève, a l'an dernier en 2014, rendu un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit à l'autodétermination qui dit que ce droit appartient potentiellement à tous les peuples. Après, évidemment, il faut l'exercer et là, on voit bien que ça devient plus compliqué. Donc, il y a eu, dans les années 50, 60, ça a culminé dans les années 70, un processus de décolonisation et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a invoqué le droit à l'autodétermination. Il est né dans ce cadre-là? Non, il est né avant puisque la charte date de 1945. Oui, il a été appliqué dans ce cadre-là. En 1966, on a 2 traités fondamentaux sur les droits fondamentaux, précisément les droits de l'homme, à la fois les droits politiques et les droits socio-économiques et culturels. Et dans ces 2 traités, l'article 1er reconnaît de nouveau le droit à l'autodétermination. Et puis, et j'en termine, en 2010, la Cour internationale de justice des Nations unies a dû répondre à une question qui concernait la déclaration d'indépendance du Kosovo. Et expressément, la Cour dit on ne va pas se prononcer sur la question de l'autodétermination parce qu'on ne nous demande pas, les juristes sont prudents, mais qu'il soit clairement noté que le droit d'accéder à l'indépendance ne s'épuise pas avec le processus de décolonisation. Et que donc, en dehors de la décolonisation, le droit à l'autodétermination existe aussi. Absolument. Réponse peut-être de Luis Rivas? Oui, d'abord, je crois que la Catalogne n'est pas la Lituanie parce qu'elle n'était jamais envahie militairement. C'est ce qu'a dit Nicolas Levrat. Il n'est pas non plus le Kosovo. Parce qu'il n'y a pas eu de problèmes de violence sur les Catalans de la part de personnes. Et disons, il n'y a pas aucune... On peut chercher toujours, vous avez parlé des experts. Aujourd'hui, il y a un journal espagnol qui publie l'opinion de 400 experts aussi en politique internationale. Entre eux, 50 Catalans, qui disent que ça n'a rien à voir et que ça n'a aucun droit et que ça n'a rien à voir avec l'autodétermination. Mais avant de sortir à l'extérieur pour chercher des soutiens, on va rentrer au début. La légalité, la illégalité de la décision des 6 et 8 septembre dans le Parlement catalan. C'est le moment où le Parlement catalan vote la loi de référendum. Oui, mais il viole les lois même du Parlement catalan. Contre la vie les corps juridiques du Parlement. Il viole même les droits des restes du Parlement non indépendantistes. En quoi est-ce qu'il viole les règles du Parlement lui-même? Parce que quand les membres de l'opposition non indépendantistes, qui sont catalans aussi, il faut avoir les choses très claires, les catalans non indépendantistes qui sont dans le Parlement essayent de parler, pas de parler, mais de dire mais vous violez le propre règlement du Parlement. Il le dit, il passe outre la présidente du Parlement. Et disons que... Vous parlez de la question qui est inscrite très tardivement à l'ordre du jour, avec un débat, unique. Il faut tout à des règles pour ça, qui ont été violées. Après, il y a des choses beaucoup plus claires que ça. Cette décision, c'est suspendu pour le tribunal constitutionnel. Si le Parlement catalan et le président catalan existent, c'est parce que son légitimité vient de la Constitution. Et vient du tribunal constitutionnel. Donc ça, c'est la base on commence comme ça. Et après, bon, toutes les décisions, toute la procédure qui a suivi, c'est l'état des droits qui intervient. Ce n'est pas Madrid, ce n'est pas Rajoy. Juste une réponse là-dessus de Nicolas Levrat. Le Parlement catalan s'assoit sur la constitution d'un pays qui le légitime. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Non, la légitimité dans nos sociétés démocratiques vient des citoyens, ne vient pas de l'État. L'État reflète la volonté des citoyens et si les citoyens ne supportent pas les institutions de l'État, ne soutiennent pas les institutions de l'État, il peut y avoir un changement. Sur la violation de la procédure dans le cadre de la votation qui a eu lieu en Catalogne, je signale que la loi constitutionnelle tout à fait particulière sur laquelle se fonde la Cour constitutionnelle pour
annuler la décision du Parlement catalan, a été adoptée exactement avec la même procédure au niveau national, par une procédure d'urgence. Alors, bien sûr, c'est mieux de faire les choses tranquillement plutôt que dans l'urgence, mais le droit espagnol et le droit catalan prévoient des procédures d'urgence, et donc on peut contester la légitimité du recours à ces procédures, mais en fait, c'est légal. On va peut-être sortir de l'argustie strictement juridico-juridique parce qu'elle est passionnante, mais elle risque de nous occuper pendant toute l'heure. Évidemment, on est juriste contre juriste, ça va être très compliqué de vous réconcilier là-dessus. Et peut-être convoquer la dimension politique avec vous, à Berne, Matthias Reinhardt. Je l'ai dit, vous co-présidez le groupe d'amitié Suisse-Catalogne. Et vous avez décidé, vous nous l'annoncez ce soir, d'écrire une lettre ouverte au gouvernement espagnol dans laquelle vous dites que ce qu'ils font n'est tout simplement pas digne, et les mots sont forts, d'un État démocratique. Expliquez-nous. Oui, nous avons décidé d'agir. Nous sommes des parlementaires de tous les partis, de toutes les régions linguistiques. Alors on ne prend pas position sur le oui ou sur le non à cet éventuel vote. On dit simplement que, comme Suisse, comme élus en Suisse, bien déjà nous sommes choqués par les méthodes. Dans un pays où on a la culture du dialogue, du consensus, on est choqués de voir des perquisitions, des arrestations d'élus, de la saisie du matériel de vote et autres. Et puis deuxièmement, on est choqués dans un pays où on a notre démocratie semi-directe de voir une interdiction de voter. Pour nous, finalement, ça devrait être le peuple à la fin qui tranche. Je profite de simplement signaler qu'effectivement la lettre a déjà été signée par des membres de quantité de partis. Yannick Butet pour le PDC, Frédéric Borloo pour le PLR. Les deux sont membres de votre groupe d'amitié, je crois. Jean-Luc Ador pour l'UDC, Denis de la Russie pour le POP, Lisa Mazon pour les Verts. On en passe, et des meilleurs. Luis Rivas, ou peut-être Joachim Coy, comme vous voulez, est-ce que la réponse de Madrid est proportionnée? Est-ce que la réponse de Madrid est justifiée? Il y a des envois de policiers, je crois que la marine a même croisé dans les eaux au large de Barcelone. C'est de la manière forte. C'est normal? C'est les moyens qu'il y a l'État pour défendre l'État des droits. Alors, c'est bien sûr, toutes les décisions qu'on a prises, c'est la justice qui les prend. Ce n'est pas le gouvernement qui prend une décision. C'est la justice qui décide que dans les bases de la légalité espagnole, de la légalité de la Constitution, toutes ces mesures sont adéquates. Et je trouve aussi que les mesures qu'on dit, le député suisse qui parlait... Matthias Reinhardt. Oui, veut dire... ce n'est pas une question de méthode, c'est une question que c'est une méthode constitutionnelle, une méthode légale surtout. C'est une question légale, simplement. Et pour revenir, c'est une même chose. Quand on disait avant sur la question de l'égalité, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Joan Coscubiela, qui est un député catalan de gauche et indépendantiste, c'est lui qui a dit que les décisions... Il est pour les droits au référendum, pour la doute, pardon, oui, c'est vrai. Il a dit que ce qu'on a fait le Parlement, c'est antidémocratique et on a bafoué les droits des Catalans. Matthias Reinhardt, comment vous entendez ces arguments? L'Espagne fait respecter la loi sur son territoire. Bien, avec la manière forte, et c'est quelque chose qui nous inquiète. On voit qu'il y a une escalade des tensions, alors qu'on ferait mieux de se mettre autour de la table, d'avoir un dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. On a pourtant des autorités en Catalogne qui ont été démocratiquement élues. Alors, il ne fallait pas laisser les partis indépendantistes se présenter. À partir du moment où leur projet était clair, c'était de proposer un référendum au peuple. Il y a des manifestations énormes qui ont lieu en Catalogne, qui montrent qu'il y a une vraie volonté populaire. Puis ensuite, qu'on fasse un débat, que l'Espagne s'implique, que l'Espagne montre les intérêts pour les Catalans de rester en Espagne, et puis que le peuple tranche. C'est comme ça que ça devrait se faire. On doit finalement avoir les choses qui viennent de la base, de la population. C'est en tout cas comme ça qu'on l'entend en Suisse. Mais, je suis désolé, c'est le cas en Espagne. Luis Rivas ou non, Joachim Coy? Non, mais écoutez, c'est difficile si on mélange la légalité et la légitimité. C'est vrai. Et on avait commencé par la légitimité, alors c'est mieux de finir avec ce débat. Et après, on prend la légalité et les droits internationaux et aussi... Votre sens de l'ordre vous honore, Joachim Coy. Non, parce que sinon, mélange, c'est un totum revolutum, mais c'est difficile à faire un débat. Tout à fait. D'abord, ce que je voudrais donner, c'est deux images pour ce dimanche. Vous avez commencé pour ce qui se passera ce dimanche. Et je dis, c'est vrai que d'un côté, on peut affirmer qu'il y aura des centaines de milliers de Catalans qui essayeront de voter. Ça, c'est vrai, on verra ce que ça va aboutir. Bon. Mais de l'autre, on peut affirmer aussi qu'un nombre plus grand de citoyens catalans resteront chez eux, en attendant que la raison l'emporte, que la raison arrive en Catalogne. Ça, on verra dimanche. Non, mais c'est sûr, parce que... C'est-à-dire, ce que je voudrais souligner dans toute cette émission, c'est les suivantes. On n'est pas
avant, en face, un conflit entre la Catalogne et l'Espagne. On n'est pas en face à un conflit entre les Catalans et les Espagnols ou les autres Espagnols. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est le récit des indépendantistes. C'est un conflit parmi les Catalans eux-mêmes. C'est un conflit à l'intérieur de la société catalane. Et ça, on le voit plusieurs fois. On l'a vu au résultat des élections 2015. Et des élections convoquées par M. Artur Mas, l'ancien président du gouvernement catalan, comme des élections plébiscitaires. Absolument. Pour remplacer les référendums qui ne se pourraient pas faire. Bon, les indépendantistes, les deux candidatures indépendantistes, ils ont obtenu les 47,7% de voix. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce que vous dites, Joachim Coy, c'est que finalement... C'est beaucoup, mais ce n'est pas la plupart des Catalans. Et ce n'est pas la majorité. Et ça, il faut le dire, il faut que ce soit très clair. Est-ce que les indépendantistes prennent en otage la population catalane dans son entier? Mireia Domènech, laissez répondre Mireia Domènech. Merci. Mais je reviens sur la laissez-la répondre, on y reviendra. Parce que sinon, je vous remercie. Vous avez dit qu'il y aura des centaines de milliers de Catalans qui vont peut-être sortir, qu'il y aura une majorité qui va rester à la maison. Alors, de quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur des urnes? Voyez-vous ce que je dis? C'est la façon de savoir s'il y a des personnes qui vont... C'est la légalité ou pas? D'accord, la légalité, parlons-en. Non, mais laissez-moi, s'il te plaît, s'il vous plaît. Vous lui avez posé une question, donc laissez-lui peut-être... Oui, parce qu'on insiste. J'insiste sur cette date-là, sur ces chiffres-là, parce que c'est important que les Suisses le sachent. Dans cette élection, dernière élection, qu'on a voulu plébiscitaire et qui sont des élections pour la Catalogne, pour des affaires courantes, les indépendantistes, ils ont eu moins de votes que le contraire. Moins de votes. Sauf que le système électoral les donne plus de députés. 46% c'était. Donc c'était 47 pour les pro-indépendance et 51 quelques, presque 52 pour les blocs. Dans les parlements catalans. Oui, mais c'est pas. Si c'est un plébiscite. Oui, mais si c'est un plébiscite, c'est le numéro de voix. C'est les voix. C'est les voix. Démocratie parlementaire. Les côtés indépendantistes. Mais peu importe. Mais peu importe. J'aimerais juste rester sur ce qui se passe dans les rues maintenant en Catalogne. Est-ce que finalement, paradoxalement, la riposte, la réponse madrilène, la réponse espagnole, musclée, forte, elle n'est pas quelque part une aubaine pour vous, en train de faire des indépendantistes un peuple de martyrs? Alors, c'est bon de dire l'État espagnol. Une chose, c'est l'État, l'autre chose, c'est l'Espagne, le pays et la population. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons 6 années consécutives, plus d'1 million de personnes mobilisées en Catalogne chaque 11 septembre pour défendre le droit de décider. Sur 8 millions d'habitants. Sur 7,5 millions. Alors, aucun épisode de violence. Aucun. 6 années. Plus d'1 million de personnes dans la rue. Ces derniers jours, on a des manifestations de groupes ultranationalistes espagnols, de centaines de personnes, sans blessés. Alors, s'il y a violence, il ne vient pas du côté de la pro-indépendance. La violence vient de notre côté. Sur ça, je crois qu'il n'y a pas de peur pour avoir des violences dans ces contextes, surtout de la côté de la Catalogne, ou surtout de la côté du gouvernement de la Catalogne, surtout de la côté des organisations de la société civile. D'autre côté, on a vu que le gouvernement espagnol il a déplacé 6 000 policiers espagnols dans la Catalogne pour faire, on ne sait exactement pas. Ça que nous savons très clair, et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Amnesty International qui dit qu'il y a un problème fondamental, il y a un problème de droits fondamentaux qui sont violés dans ces moments par l'État espagnol en Catalogne. Mathias Reinhardt, est-ce que vous craignez, vous, vu de Berne, une escalade de la violence en Catalogne, dimanche ou avant ou après? Je ne crains pas tellement cela de la part des militants indépendantistes. Par contre, c'est vrai qu'on peut craindre que les tensions continuent à monter. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas, de la part du gouvernement Rajoy, de volonté de discuter, de dialoguer. On utilise des méthodes qui sont, à mes yeux, violentes. Et c'est le plus inquiétant aujourd'hui, alors qu'on devrait plutôt être dans le dialogue. La Suisse, d'ailleurs, s'est toujours dit prête à venir si les deux, que ce soit la Catalogne et Madrid, s'il y avait une demande des deux côtés pour
une médiation, on est à disposition. Ça a été dit à plusieurs reprises. Pour l'instant, du côté de Madrid, il n'y a pas de volonté. C'est une proposition que vous avez faite au Conseil fédéral qui n'en a pas voulu en disant que pour l'instant, il n'avait pas à se mêler des affaires internes d'un État souverain. Tout à fait. Ce qui a été répondu par le Conseil fédéral, c'est que si la demande venait des deux côtés, qu'il y avait une volonté de la part des deux parties, pour l'instant, Mathias Reyna, la Suisse se tenait à disposition. Absolument. Je vous remercie. Vous deviez malheureusement, je crois, nous quitter pour voler vers d'autres obligations bernoises. Merci mille fois d'avoir été avec nous pour le début de cette émission. Encore une question avant d'élargir et de se poser la question des causes et de l'origine de ces velléités d'indépendance. Nicolas Levrat, il s'est passé quand même un certain nombre de choses au mois de juillet. 4 conseillers exécutifs de l'exécutif catalan ont été limogés, remplacés par des indépendantistes. Le patron des fameux Mossos d'Esquadra, la police catalane, qui n'était pas à l'aise avec ce qui se passait, a démissionné. Il a été remplacé par un indépendantiste. Est-ce qu'on est là, pour reprendre les termes de vos adversaires du jour, est-ce qu'on est là dans un processus démocratique ou dans un lent coup d'État ? Alors d'abord, j'aimerais revenir sur votre terme adversaire du jour. Mes seuls adversaires, c'est les adversaires de la démocratie. Et de dire qu'il y a une division au sein de la société catalane, certainement. Et c'est bien pour ça qu'on a la démocratie. À un moment, on ne demande pas l'unanimité. Et le principe de la démocratie, c'est qu'à un moment, on se compte. Mais c'est vrai qu'il faut que les conditions pour pouvoir se compter soient remplies. Et là, on a un problème, puisque effectivement, on a une force au niveau supérieur, l'État espagnol, qui veut empêcher que l'on organise une consultation démocratique. Et ça, c'est problématique. Non, mais répondez à ma question. Sur votre question, bien sûr, il est légitime de la part des autorités catalanes de souhaiter avoir des agents qui soient légitimes et qui, je dirais, obéissent aux instructions qui leur sont données. On est... Oui, bien sûr. C'est parce que lorsqu'on est fonctionnaire, on fait partie d'une structure hiérarchique. Donc les autres n'obéissaient pas. Ceux qui ont été purgés n'obéissaient pas. Ils ont démissionné, mais attendez. C'est tout à fait la même chose. On appelle politique, ça. Bien sûr. Bon, les divisions, ce que vous dites... Oui, non, Joachim mais Coy. c'est très important de revenir sur la question de la légitimité de la démocratie. Parce que, écoutez, c'est vrai qu'ils ont une majorité politique au Parlement, même s'ils n'ont pas une majorité de voix. Voilà. D'accord, ça passe partout, c'est normal. Mais ça à quoi sert, cette majorité politique? Ça sert à gérer l'autonomie, à gouverner. Mais pour certaines choses, il faut une majorité renforcée, qualifiée. Écoutez, pour changer, pour modifier les statuts d'autonomie de la Catalogne, il faut des tiers de députés. Pour changer la loi électorale de la Catalogne, il faut des tiers de députés. Même pour nommer certaines personnes à la télévision publique de la Catalogne, il faut deux tiers de députés. En l'occurrence, il aurait fallu deux tiers de députés. Les problèmes de la légitimité de ces deux lois qui ont été approuvées le 6 septembre, ils n'ont aucune légitimité parce qu'ils ont été approuvés seulement avec cette courte majorité indépendantiste. On vous a compris. Une réponse très très brève sur ce point-là. On ne peut pas changer les cadres constitutionnels. On vous a compris, Joachim Coy. Une réponse très très brève de Mireille Domenech là-dessus. Vous l'avez dit, une courte majorité, mais c'est déjà une majorité. Et c'est ce qui. Il vous parle de majorité qualifiée, Mireille Domenech. La majorité qualifiée, renforcée. Les autres sont partis. Les autres sont partis. Ils ont pas voté. Ça veut dire que la nomination du président et du responsable de la télévision publique catalane, c'est plus important que déclarer l'indépendance. Non, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose, mais cette bataille. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Le Parlement catalan n'a pas déclaré l'indépendance. Le Parlement catalan a dit qu'on aimerait que les citoyens de la Catalogne se prononcent. Une loi pour l'indépendance. A voté une loi pour si vous êtes d'accord, dans l'intérêt de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, si vous êtes d'accord, Joachim Coy, pour que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai qu'on va se perdre si on reste sur un débat sur la légalité ou la stricte légitimité. On vous remarque qu'il y a ici un divorce très fort, effectivement, qui scinde la société catalane. Alors, pour bien comprendre d'où viennent les origines de ce divorce et les velléités d'indépendance, je vous propose de revenir sur l'histoire un peu plus longue avec ce sujet de Marc Algover. Ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. 1931, la République renverse la monarchie. Pour la première fois en 2 siècles, les Catalans retrouvent un peu d'autonomie et le droit de parler leur langue. Mais ce n'est qu'une parenthèse vite refermée par la victoire de Franco. 1977, l'Espagne renoue avec la démocratie et la Catalogne avec son identité. Les manifestants envahissent les rues de Barcelone pour dénoncer le centralisme espagnol. Nous sommes un pays colonisé culturellement, parce que quand un État devient oppresseur, devient un État absolu, alors détruit tout ce qu'il trouve. En 2006, ce grief est enfin entendu.
la Catalogne obtient un statut d'autonomie. La Catalogne avance dans son autonomie sans que l'Espagne se brise. Et pourtant, 4 ans plus tard, les rues de Barcelone sont à nouveau noires de monde, car la région n'a obtenu ni la reconnaissance de la nation catalane, ni le droit de lever l'impôt. Désormais, les nationalistes ne parlent plus d'autonomie, mais d'indépendance. Lors d'une consultation populaire, 80% des votants approuvent cette idée, et même si seul un tiers des habitants se déplacent aux urnes ce jour-là, c'est bien un défi pour le gouvernement espagnol. L'an dernier, les Catalans élisent une majorité d'indépendantistes au Parlement régional. Ils promettent cette fois un véritable référendum. Madrid répond par la fermeté. Je n'ai pas manqué et ne manquerai jamais de détermination pour défendre l'unité de l'Espagne. Une unité aujourd'hui remise en question. Avec son indépendance, la Catalogne priverait l'Espagne de sa région la plus riche. Sébastien Faré, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes catalan, c'est ce qui compte un petit peu dans ce débat. Vous êtes historien, directeur exécutif de la Maison de l'Histoire. Et vous avez beaucoup travaillé, c'est votre sujet de thèse de doctorat d'ailleurs, sur l'Espagne de Franco. Est-ce que c'est dans cette parenthèse, 1939-1975, qu'il faut aller chercher les causes, l'origine des velléités indépendantistes catalanes ? Alors moi, je remonterai un petit peu plus tôt, à la fin du 19e siècle, où le nationalisme catalan, mais aussi le nationalisme basque apparaît. Il apparaît dans un moment assez important, c'est au moment où l'Empire espagnol disparaît, où il perd Cuba, les Philippines. Et c'est vrai que c'est d'abord une réponse au traumatisme national espagnol qu'apparaît le nationalisme catalan et basque. Deuxième moment, c'est effectivement pendant la guerre d'Espagne, les images étaient très belles. À ce moment-là, les institutions catalanes se mettent du côté de la République et font face au camp franquiste, qui lui considère que le séparatisme, que le communisme, que le libéralisme sont la cause de la dégénérescence de l'Espagne et que la solution, c'est effectivement de les écraser et de les supprimer. Et c'est vrai que, suite à la victoire de Franco, les Catalans ont fait face à une répression culturelle, à une disparition de ces institutions qui sont effectivement très très présentes dans les discours publics actuels. Manuel Manonelles, que veulent obtenir les Catalans qu'ils n'ont pas déjà ? Quel est le problème, en fait? C'est une question de dignité nationale. On entend toujours parler de dignité, Mais la dignité, c'est important. Hein? C'est une question de démocratie. Seulement de reconnaître la capacité de citoyen de la Catalogne de décider son avenir. C'est une question de souveraineté. Ça, c'est la question. Mais est-ce que ça, c'est la question basique. Alors, je vous pose une question de Béotien. Est-ce que les Genevois se sentent brimés dans leur genevoisitude parce qu'ils appartiennent à la Suisse? Alors, je suis le représentant du gouvernement catalan. Pas des Genevois. Alors, je n'entre pas dans ces questions. J'aime beaucoup la République canton de Genève, mais je n'entre pas dans ces questions. Ça que je veux dire, que c'est une question élémentaire d'un point de vue démocratique. Mais est-ce que c'est un peuple opprimé? C'est ça que je vous pose comme question. Non, ce n'est pas un peuple opprimé. Nous sommes dans le 21e siècle. On parle des principes démocratiques. Alors, il y a une nation, que c'est la nation catalane, et qu'il y a la volonté très claire, continuer, de s'exprimer comme nation. Et ça, c'est la question. C'est une question de démocratie. Ce n'est pas hier que nous avons commencé avec ça. J'ai oublié dans mon bureau, mais dans mon bureau ici à Genève, j'ai un petit livre qui a été imprimé ici à Genève en 1926. Sur la question de la Catalogne. Mais je peux aussi montrer des autres documents plus anciens. C'est une question de souveraineté, c'est une question de que les Catalans, la large majorité de la population catalane pense qu'il est en nation et qu'il a le droit de décider son futur ou son avenir. Ça, c'est la question. Oui, pardon. Une dignité de partager un pays avec des Castellans, Andalous, Basques, Galiciens. Vous dites que c'est pour récupérer la dignité. Oui, c'est indigne. Est-ce que c'est indigne? Avec l'Espagne. C'est indigne. On aime l'Espagne, c'est un grand pays. Non, mais il y a vous avez dit pour récupérer la dignité, mais vous l'avez perdu pour la dignité nationale. La dignité nationale. Oui. Donc vous l'avez perdu. Oui. Bon. Alors je peux. Bien sûr. Poursuivez. Enfin, pour parler de l'histoire, il fallait aussi un peu être. Bien sûr. Plus que rien c'est compliqué l'Espagne, c'est compliqué inclure la Catalogne. Pour l'audience suisse, il faut dire aussi. Oui, c'est complexe. Alors, quand on parle de la disons, entre Catalogne et Espagne, on oublie de dire que précisément pour la guerre de Cuba, les premiers qui sont partis pour défendre l'Espagne, c'est les Catalans.
Il faut dire que dans la Première République, 2 des présidents, c'était des Catalans. Il faut dire que quand on a eu des problèmes en Espagne, au Maroc, c'était les Catalans à partir. Il n'y avait pas cette division. Cette division n'existait pas. Mireia Domènech, ce que vous dites ensuite sur les immigrants... Je n'ai pas fini, pardon. Parce qu'après, on arrive à la République. On va parler de la République espagnole. Les mêmes, à mon avis, ou avec des autres, coupes constitutionnelles qui font les indépendantistes, aujourd'hui, ils l'ont fait contre la République dans l'année 1934. Contre la République. Oui ou non? C'est pas oui. Il a été la Catalogne qui a été même mis en prison le président catalan qui avait déclaré l'État catalan contre la République démocratique et de gauche. Voilà. Un gouvernement. Et après, je vais finir avec l'histoire, parce que l'histoire c'est très joli. Et même, tout le monde peut regarder dans YouTube comment à Barcelone on recevait Franco. Parce qu'on parle maintenant de gens dans la rue. Oui, il y a beaucoup de gens dans la rue. Mais on va peut-être pas faire un débat sur la République espagnole pendant la guerre civile, parce que sinon on est là jusqu'à demain soir. C'est après la guerre. C'est après la guerre que Franco a été reçu comme le Messie à Barcelone. Absolument. Si on convoquait l'histoire, c'était pour comprendre un peu les racines du conflit. Seulement une anecdote pour finir avec l'histoire. Maintenant que le Barcelone, club de foot aussi, fait, disons ça, avec tous les droits et son indépendantiste, il faut rappeler à l'audience que le Football Club Barcelona, c'est le seul club en Espagne qui n'a pas donné une médaille d'or à Franco. Il a donné 2. Voilà pour le FC Barcelone et si on parle de Barcelone, il faut parler. Hein? Joachim Coy. Le Football Club Barcelone, il a été fermé pour la dictature. On fera un débat sur l'avenir du Classico une autre fois. S'il vous plaît, laissez Primo de Rivera là où il est. Et la bourgeoisie catalane, c'est la majorité de la population. Manuel Manonelles, s'il vous plaît. On peut parler d'histoire. Je voudrais poser une question à Joachim Coy. Non, on va justement arrêter de parler d'histoire parce que le problème, c'est que la situation, le problème se pose aujourd'hui. Joachim Coy, aujourd'hui, il y a une dimension dont il faut parler, c'est la dimension économique. Le PIB catalan pèse 21% du... vingtaine de pourcents du PIB espagnol. Est-ce que tout ceci, selon vous, qui êtes contre l'indépendance, est une question d'argent? Bon, c'est complexe à dire, c'est pas seulement l'argent. Je pense... C'est aussi une question d'argent. Oui, bien sûr, mais l'argument économique, c'est un argument trompeur. Hein? Parce que le problème, c'est que les nationalistes, ils ont fait cru aux Catalans que l'Espagne nous vole. C'est ça? Ils ont fait cru aux Catalans. L'Espagne nous vole. C'était le message qui s'est rentré dans la société catalane. Parce qu'on a empoisonné l'âme des Catalans, avec des mensonges, c'est vrai, absolument, avec des exagérations. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des problèmes fonctionnels dans le système autonomique espagnol, il y a des problèmes, ça, on doit les résoudre. Mais après, il y a une exagération énorme. Mireia Domènech, si on prend les sondages, si on prend les chiffres, en 2010, Joachim Coy, en deuxième... Alors dire que l'âme des Catalans... On est peut-être dans les cirques aussi. Luis Rivas, s'il vous plaît, je pose une question à Mireia Domènech. En 2010, 17% des Catalans étaient pour l'indépendance, aujourd'hui ils sont 40%. C'est grâce à Attendez, je reste sur les arguments économiques. La crise financière est passée par là. Avant la crise financière, on entendait peu ou beaucoup moins parler d'indépendance. Aujourd'hui, on entend parler d'indépendance puisqu'on a l'impression du coup que les Catalans ont envie de se désolidariser du reste de l'Espagne et de ne pas participer à l'effort de guerre, si j'ose dire, post-crise financière. Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? Rien. Alors la Catalogne, d'abord, elle a toujours été solidaire. Et puis après, donc... elle n'a pas toujours été indépendantiste. Non, voilà. Et pourquoi il y a une majorité qui veut voter maintenant? Voilà. C'est tout simplement parce qu'il y a toujours... le gouvernement catalan et la société civile a essayé à 23 occasions, pendant 7 ans, d'arriver à un accord pour un référendum. 23. Au Parlement catalan, au Parlement espagnol, ils sont même allés au Parlement européen. Ils n'ont pas essayé une réforme constitutionnelle depuis le Parlement de la Catalogne. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils s'y sont bien pris? C'est la question que vous pose Joachim Coy. Alors, voilà. Donc, vous parliez avant, est-ce que les Catalans sont opprimés? Non, ce n'est pas une oppression, évidemment. Mais de nos jours,
il y a la police militaire, la Guardia Civile, c'est la police militaire qui utilise. C'est la police qui utilise. C'est faux. C'est un corps d'armée. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler, je vous en prie. Oui, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je vous en prie, c'est la police qui utilisait Franco. Quand même. La Guardia Civile. Écoute, la Guardia Civile. Non, la Guardia Civile. Non, la Guardia Civile a défendu la République espagnole. On ne va pas se battre sur le fait de savoir si la Guardia Civile est une police militaire ou pas. C'est un corps constitué de l'armée, c'est comme la gendarmerie qui a une dimension militaire. Alors, la police est en train de rentrer dans les rédactions des journaux en Catalogne, publics et privés. Ils font des photos aux journalistes avec leur passeport. Il y a une intimidation aux journalistes. La liberté de presse est en ce moment en danger. Il y a eu d'ailleurs la semaine dernière une manifestation de journalistes. Donc voilà. Et il y a aussi des menaces de l'État espagnol vers les directeurs des écoles ou des centres scolaires qui vont ouvrir les lieux de vote, les fonctionnaires. 750 maires sur 900 doivent se présenter devant un juge. Donc voilà, qui veut vivre dans un État comme ça. Louis Rivas, est-ce qu'il n'y a pas une erreur funeste qui a été commise par l'Espagne? En 2006, l'Espagne obtient du gouvernement Zapatero le statut de nation. Le Parti populaire, ensuite, la droite, se bat juridiquement et obtient en 2010 une décision en sa faveur de la Cour constitutionnelle qui raye un certain nombre de privilèges, qui raye le statut de nation, qui raye la prédominance de la langue. Est-ce que finalement Mariano Rajoy et le Parti populaire, la droite espagnole, n'ont pas mis le feu aux poudres et ils sont en train de récolter ce qu'ils sèment? Non, à mon avis, c'est la raison. Ça, c'est une excuse parce que cette même statut a été voté que pour les 40% des Catalans. Je veux dire, ce n'est pas... Et le tribunal constitutionnel a retouché quelques chapitres. De 234, il a touché 14 chapitres. 14 sur 223, vous dites Jacques. Mais après, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, mais je ne peux pas passer non plus donner mon avis sur une chose que vous avez dit ou que tu as dit parce qu'on est collègues. On parle des médias catalans. Les médias catalans, la télévision publique catalane, qui en théorie c'est payé avec l'argent public, aussi des gens qui ne sont pas indépendantistes, fait un jeu au indépendantisme. C'est pas vrai. Mais même ils ont dit... c'est plus pluriel que la télévision publique espagnole. Ça, c'est absolument faux. Même l'autre jour, la radio publique catalane lançait des communiqués aux Catalans pour dénoncer où était la police et la garde civile. Vous pensez que ça c'est possible quand on est en degré 4 de danger terroriste? Laissons juste répondre à Mireia qui oui, moi, en tant que journaliste, écoutez, l'intimidation, elle est constante. Et d'ailleurs, vous avez l'ancienne directrice de la télévision catalane, c'est Madame Terribas, et elle dirige, elle dirige un programme de radio. Elle a été, attendez, une seconde, s'il vous plaît, une seconde, je vous ai laissé parler. Elle a été dénoncée par le syndicat de la Guardia Civile parce qu'elle faisait son travail. C'est informé, c'est informé sur le référendum. C'est le travail des journalistes. Les journalistes, non. Amnesty International, il parle très clairement. Excusez-moi. C'est la liberté de presse. Excusez-moi. Alors, allez jusqu'au bout de votre phrase, Madame Manones. De quoi parle Amnesty International? Alors, parce qu'on connaît le passé des autres personnes. Peut-être pour vous, ce n'est pas important. Ça qu'Amnesty International dit. Mais pour nous, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de restrictions disproportionnées, l'obligation de respecter et de protéger les droits de liberté d'expression, d'assemblée et de démonstration de tout. Les suspensions d'actes publics à Madrid et Vitoria n'ont aucune justification et représentent une violation flagrante du droit de se rencontrer. On s'arrête là, on a compris l'idée. Joachim Coy, et il y a beaucoup de choses. On a compris l'idée, Manuel Manones, on a compris l'idée. Joachim Coy, là-dessus, Amnesty International, une organisation reconnue. S'il vous plaît, laissez-le répondre, Manuel Manones. Écoutez, c'est tout à fait faux qu'en Espagne, il existe une restriction des droits démocratiques et des libertés publiques. C'est complètement faux. L'entrée de la police dans les bureaux du gouvernement catalan et les 14 arrestations qui ont été lues la semaine dernière, toutes ces personnes sont déjà libérées, mais tous accusés d'infractions pénales graves par la justice ont été ordonnés par un juge. Ils sont pour la justice, non, pas pour les sans espagnols. ordonnance judiciaire. Et toutes les autres actions sont visant à freiner les référendums qui étaient suspendus par l'accord constitutionnel. Comme ça se passerait en France, en Italie, j'imagine en Suisse aussi, en Allemagne,
Mais puisque vous parlez de la Suisse, Nicolas Lebras, désolé, vous êtes le Suisse de l'étape. Je vous adresse une... Il y en a deux. Je vous adresse une... Allez, trois. Je vous adresse une question d'internaute qui n'est pas dénuée d'intérêt, c'est pour ça qu'on la pose. François Desclous qui nous dit « Combien de Suisses accepteraient qu'un canton décide unilatéralement d'organiser un vote pour son indépendance, le tout en promulguant des lois au-dessus des lois fédérales ?» C'est une excellente question qui s'est d'ailleurs déjà posée en Suisse. Absolument. Dans les années 70, on a eu, et c'était une revendication qui durait depuis longtemps, le peuple jurassien qui souhaitait s'autonomiser du canton de Berne. Mais en Suisse... Laissez-le parler. Si vous permettez. Ouais, laissons-le terminer. Et donc, effectivement, on a d'abord, après des années de négociations, décidé de discuter au niveau du canton de Berne pour voter, et on a fait voter les citoyens bernois, sur la possibilité pour les jurassiens d'exercer leur droit à l'autodétermination. Et les Bernois ont accepté qu'ils puissent l'exercer. Ensuite, ça a été exercé. Il y a eu les fameux votes, avec la part de tricherie, etc., que l'on connaît. Donc, ce n'est pas propre ni à la Catalogne ni ailleurs que dans une campagne politique, il y ait des mensonges, il y ait des tentatives de tricherie. C'est malheureusement l'espèce humaine qui se comporte ainsi. Ensuite, un certain nombre de communes avaient choisi l'autonomie. On est revenu devant les électeurs bernois et puis devant les électeurs de l'ensemble de la Suisse, puisqu'on a accepté la création d'un nouveau canton. Mais ça, c'est un point extrêmement important, devant l'ensemble des électeurs de la Suisse. Tous les Suisses ont dû se prononcer sur, non pas la sécession du Jura, mais simplement l'indépendance du Jura au sein même de la Suisse. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a un point qui est mal expliqué, notamment par les deux messieurs ici en face. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui appartient à tout le monde, qui appartient aussi aux Espagnols. Et bien sûr, si l'Espagne est capable d'exercer son droit à l'autodétermination et d'avoir un projet national espagnol au sein duquel on retrouve les Catalans, les Andalous, les Galiciens, les Basques, tant mieux. Mais il faut que ce projet, il fonctionne. Et les Catalans, non, c'est pas seulement la loi, c'est un droit qui appartient aux individus. C'est les jungles. Non, mais c'est faux. Écoutez. Je vous pose la question à vous, Mireia Domenech. Est-ce que la Catalogne peut décider toute seule de faire sécession sans que les citoyens espagnols, le reste de l'Espagne, n'aient leur mot à dire? Qui est-ce qui a voté en Écosse? Pardon? Qui est-ce qui a voté en Écosse? C'est une situation constitutionnelle différente. Ce n'est pas le Royaume-Uni. Ce n'est pas le Royaume-Uni. C'est l'Écosse qui a voté. À la différence près que le Royaume-Uni a donné son accord au vote des... Oui, parce qu'ils ont été plus intelligents et ils ont fait une campagne de séduction, le Better Together. En Espagne, la campagne de séduction, c'est envoyer la police, 10 000 agents de police, envoyer des juges, des procureurs et menacer et intimider les journalistes. C'est ça la campagne de séduction. Donc vous répondez oui à la question. Les Catalans peuvent décider de leur destin, de leur indépendance, sans demander leur avis aux Galiciens, aux Andalous. Juste une petite question. Il parlait tout à l'heure de la justice. La justice, ce n'est pas l'État, c'est la justice qui est en train d'interdire ça. Je vous rappelle que la justice, l'indépendance judiciaire en Espagne, et c'est pas moi qui dis ça, c'est le Forum économique mondial, est au niveau de l'Iran. Voilà, le ranking. Donc voilà. Alors... Et évidemment, on sait tous en Espagne... Luis Rivas, la justice espagnole est au niveau de la justice iranienne. C'est des militants... C'est ridicule. On va sortir ici des classifications de chaque organisation. C'est des anciens militants du Parti populaire qui sont désignés pour faire partie de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais dire, j'utilise aussi des autres personnes. Josep Borrell, catalan, socialiste, ex-président du Parlement européen, dit « Les Catalans, le peuple catalan, est bombardé du matin au soir avec un discours de haine vers l'Espagne. Et ça dure depuis des années et des années. » Et j'ai mis un exemple, deux exemples. Pardon? Où est-ce qu'il habite, M. Borrell? Pourquoi? Quel est un problème où il habite? Parce que s'il habite à Madrid, comment il peut comprendre ça qu'il passe? Nous ne demandons pas où M. Borrell habite, mais si ce qu'il dit est vrai. Est-ce que oui ou non, il y a un matraquage, il y a une propagande permanente en Catalogne pour... On peut parler de la diversité, de la pluralité de la presse. Si vous parlez tous en même temps, vous savez qu'on n'entend personne. Je voudrais continuer parce qu'on ne me laisse pas, parce qu'il y a des choses peut-être qui blessent, mais bon... Alors, terminez Luis Rivas. Voilà, laissons Luis Rivas terminer. Mais rapidement, s'il vous plaît. Cette manipulation de l'histoire, ça dure des années. J'ai un ami de Barcelone qui vient à Madrid à travailler comme journaliste et il me dit, ça vous fera rire, mais c'est la réalité, je n'invente pas, qui me dit, en parlant comme ça, parce que Barcelone, c'était la dernière ville à résister à Franco. Il me dit, attends, comment que tu dis ça? Et Valencia et Madrid,
et dire ah, c'est les choses qu'on m'a dit à l'école depuis que je suis petit. Vous savez, je suis allée à l'école en France. J'ai l'âme empoisonnée. Mais il y a des exemples comme ça tout le temps. Il y a... Ne multiplions pas les exemples. On a compris. Vous dites qu'il y a un matraquage. Cette manipulation aussi à travers les médias. Il y a la média espagnole aussi. Et c'est prouvé de tous côtés qu'il y a plus de pluralité dans les médias catalans que dans les médias espagnols. C'est dans quelques radios de l'Espagne. C'est dans quelques radios de l'Espagne. Oui, parce que vous pouvez parler dans les médias catalans. Les autres ne peuvent pas parler. Sébastien, dans notre côté seulement. Catalan public parce que je ne suis pas indépendantiste. C'est pas vrai. Bien sûr que vous y allez. Vous êtes invité. Vous êtes invité. C'est pas la question, Mireille Domenech, s'il vous plaît. C'est vrai. S'il vous plaît. Sébastien Faré, vous assistez comme moi à une guerre de tranchées. Oui, tout à fait. Et or, j'ai l'impression que pour vous, cette guerre de tranchées n'est pas une fatalité, qu'il y a peut-être d'autres pistes, d'autres voies qui va nous permettre d'entamer la dernière partie de ce débat. Comme vous voyez, on convoque le droit, la légitimité, l'histoire pour essayer de reconstruire un récit qui est de plus en plus polarisé. Ce qui personnellement je regrette et qui m'inquiète beaucoup, puisqu'effectivement, si on continue dans ce type de relation, on va vers une situation extrêmement inquiétante dimanche. Moi, j'aimerais insister que quand même, on est dans une situation qui répond à deux éléments. Le premier, c'est la question de l'organisation territoriale de l'Espagne, le statut des autonomies, qui est le résultat d'un compromis politique à la sortie du régime franquiste, où on a mis en place un système un petit peu imparfait, où on a mélangé des situations très différentes selon les régions, et où effectivement, on n'a pas résolu le problème du rapport des Espagnols avec leur identité ou leurs identités espagnoles. Et c'est vrai que cette situation elle est en train de ressurgir. Deuxième problème, et là je reviens à votre reportage, puisqu'on n'en a plus parlé, je pense qu'effectivement, il y a un véritable problème à partir de la fin des années 90 dans la droite espagnole qui a récupéré un discours identitaire assez fort avec le dernier gouvernement d'Aznar notamment, qui a, on va dire, à partir de ce moment-là, supprimé toute négociation possible avec les nationalistes basques, par ailleurs, il ne faut pas oublier, aussi catalans, et face auxquels, effectivement, on a utilisé l'identité nationale espagnole comme une arme électorale pour essayer de gagner des votants et de mobiliser les esprits. Vous parlez du parti au pouvoir, le Parti populaire. 2010, la décision du Parti populaire de faire cette démarche auprès du Conseil constitutionnel, elle est liée exactement à l'augmentation de l'opinion pro-indépendantiste. Oui, c'est évident. On serait donc coincé entre deux radicalités absolument irréconciliables. Mais attendez, on parle d'Aznar et du gouvernement Aznar. Le monsieur parle d'Aznar. Oui. Aznar, qui était le gouvernement Aznar a fait des gouvernements de coalition avec les nationalistes catalans à Catalogne. Le premier. Et il a fait la transférence de la police catalane. Voilà. D'un parti. Un petit parti. Ce que vous dit Sébastien Faré et Joachim Coy, c'est que face à une supposée radicalisation des indépendantistes, il y a une certaine radicalité du Parti populaire au pouvoir en Espagne. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est là que le problème. Laissons-le répondre. Je pose une question à Joachim Coy. Et je regrette beaucoup que le Parti populaire soit au pouvoir. Oui. Mais bien sûr, je le regrette pour des questions d'économie, pour des questions sociales, etc. Vous êtes membre vous-même du Parti socialiste catalan? Oui, je fais partie du Parti socialiste catalan. Mais à dire que l'immobilisme de Mariano Rajoy est la cause de l'impasse politique, c'est faux. D'accord. C'est pas vrai. Il faut le dire. Est-ce que j'ai pu dire quelque chose? Oui, absolument. Manuel Manoyes, et ensuite j'élargis un peu, je dézoome encore un petit peu. Laissons. Avec la crise économique. On vous a compris. Non, pour moi, c'est important. Nous avons des personnes ici avec ces opinions très respectables qui disent que dans ce moment, l'Espagne et la Catalogne sont un paradis d'un point de vue de droite. On n'a pas dit ça, mais non, ça que vous avez dit, que l'Espagne, toute fonction... Alors, vous nous dites qu'on est dans un cadre constitutionnel. Vous avez votre opinion, c'est très respectable. J'ai l'opinion d'Amnesty International. On l'a entendu. D'accord. Écoutez, j'ai l'opinion de plusieurs des membres du Parlement britannique, danois, finnois, irlandais, suisse, non, c'est pas vrai. Montrez, s'il vous plaît, montrez. Alors, Freedom House, qui mesure les droits politiques et civils. Luis Rivas, Manuel Manoyes, on peut s'envoyer des exemples, contre-exemples, jusqu'à 23 heures. C'est pas l'objectif. Je parle de prononciation de cette semaine.
Pas de ça que Freedom House il a dit il y a quelques années. J'aimerais qu'on... Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Manuel Manoney, s'il vous plaît, il nous reste 5 minutes. Après, dans 5 minutes, on ne pourra plus rien dire du tout. Donc, profitez de ces 5 minutes. Projetons-nous lundi. Deux cas de figure. Le référendum a eu lieu. S'il a eu lieu, il a eu lieu dans des conditions pour le moins Mireia Domènech, s'il vous plaît, pour le moins rocambolesques. Donc, il sera contesté par Madrid. Si il n'a pas eu lieu, la Catalogne hurlera au viol de la démocratie, à la démocratie qu'on assassine. Qu'est-ce qui se passe lundi? Vous proclamez l'indépendance si c'est oui? C'est la guerre civile? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. On va travailler normalement, la vie continue. Alors, on va faire un référendum le dimanche, on va compter les votes et on va voir s'il y a une majorité de la population de la Catalogne qui est à favor, on compte. Si c'est oui? Et si c'est oui, il y a un processus qui est déjà déligné par cette loi de transition nationale et on va implémenter ça. Il faut premier certifier le résultat définitif. Après ça, on commence un processus de négociation avec l'Espagne, de négociations à niveau international et on commence à préparer le processus pour la création d'un nouveau Joachim en Coy. Europe, comme il a passé. Joachim Coy, comment vous entendez ça? Autre pays, 50 pays dans les derniers... Joachim Coy, comment est-ce que vous entendez ça? Vraiment, ça met beaucoup de tristesse. Parce que je vois des compatriotes, et bien sûr ce sont des compatriotes, qui essaient d'imposer son idée n'importe de quelle manière. C'est-à-dire, ce n'est pas normal qu'on organise un référendum, mais que ceux qui sont contre la séparation, ils ne participent pas. Ils peuvent voter. Non, mais on ne fait pas des campagnes parce qu'on trouve que ce référendum n'a pas la légitimité. C'est ça le problème de fond. C'est ça, c'est un problème qui touche la démocratie en Catalogne. La démocratie, c'est un danger en Catalogne, à l'intérieur de la Catalogne. C'est ça, parce que les gens indépendantistes, ils essayent d'imposer sa volonté. Le référendum est déjà en train de se passer. Les pires schémas. Laissez parler Mireia Domènech. On a compris, Joachim Coy, s'il vous plaît. Je vous promets qu'on vous a entendu, s'il vous plaît. Alors attendez, le référendum est déjà en train de se passer. Moi, j'ai voté. Et il y a 250 000 Catalans dehors qui ont déjà voté. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont aller voter. Et s'il y a 3 millions de personnes qui vont voter sur 5,5 millions... Attendez une seconde. Est-ce qu'il va y avoir 10 000 policiers qui vont arrêter 3 millions de personnes? Non, on exagère. Une dernière chose, il y a déjà 25 territoires qui se sont indépendisés de l'Espagne. Vous avez donc, ce serait juste le 24e. Je ne vois pas le drame. Sébastien Farré. Vous n'êtes pas une colonie. Luis Rivas, je pose une question à Sébastien Farré. Je pose une question. Je peux le répéter 100 fois. Je pose une question à Sébastien Farré. Merci. La Catalogne se prononce sur son indépendance, soit ensuite le Pays Basque pourrait embrayer, soit peut-être la Galice derrière. Est-ce que ce qui est à l'œuvre ici, ça peut rimer avec le début de la fin de l'Espagne, telle qu'on la connaît? Bon, disons, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un petit peu la tête dans ce discours passionnel sur le référendum, mais le référendum, c'est le point de départ. Ce n'est pas la finalité de la question, puisqu'effectivement, la guerre civile ne va pas partir le lundi, l'armée espagnole ne va pas être dissoute, l'aéroport de Barcelone ne va pas immédiatement nationalisé. D'ailleurs, il y a de nombreuses questions qui sont suspendues. Comment on va payer, disons, on va dire, les territoires qui appartiennent à l'Espagne? Comment on va aussi séparer la dette entre les deux pays? Donc il y a plein de questions qui sont en cours. Et là, effectivement, on se pose la question, voter devient un élément constitutif de la revendication catalane, mais finalement, c'est qu'une circonstance dans une situation qui va prendre un nouveau jour à partir de lundi, mais on est loin de sortir d'une situation de crise et elle est plutôt inquiétante parce que je pense que la brèche est profonde. Mais les votes, ce n'est pas le problème. Les Catalans, ils ont voté 38 fois en 40 ans. Alors, laissez-nous voter le dimanche. Légalement, mais personne n'est contre un vote si c'est légal. Le problème, c'est ça. On a compris ce qui vous opposait, Mireia Domènech. J'aimerais laisser le mot de la fin, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste une minute. J'aimerais laisser le mot de la fin. Nicolas Levrat et vraiment, pour le coup, dézoomer complètement et se poser la question des conséquences pour l'Europe. Aujourd'hui, c'est la Catalogne
Catalogne qui nous préoccupe et ses velléités d'indépendance. On voit que quantité, on va le voir sur une carte qui va s'afficher, que c'est pas le seul mouvement séparatiste ou indépendantiste en Europe. Il y en a beaucoup. Il y en a en Écosse, on le sait, en Irlande du Nord. Il y a les Serbes de Bosnie, les Serbes du Kosovo, les Croates de Bosnie, les Corses. On passe des meilleurs. Et puis, au-delà des stricts indépendantistes ou séparatistes, il y a quantité aussi de régions ou de peuples qui demandent leur autonomie, la Silésie, la Bavière, la Padanie, l'Occitanie. Encore une fois, la liste est longue. Il y a même une région de la Catalogne. Absolument. La liste est longue comme le bras. Et c'est à Nicolas Levrat que je pose la question, et ce sera la dernière question de ce débat. Est-ce que, finalement, l'Europe est en train de se redessiner sur le modèle d'une Europe des régions, avec de plus en plus organisée en réseau, et que les États sont attaqués par le haut et par le bas, et que c'est finalement la fin de l'Europe des États-nations et l'Europe des régions qui est à son avènement? Alors, c'était une vieille idée de Denis de Rougemont, qui a notamment professé ici en Europe. Il se trouve que l'Europe des régions, qui en plus a été promue très directement par la Catalogne, par le gouvernement catalan après 1978, a échoué. C'est-à-dire qu'on a donné un vague strapontin aux régions et il n'y a pas véritablement d'intérêt pour les régions de poursuivre dans cette voie. Maintenant, l'Europe telle qu'on la connaît actuellement, c'est une Europe qui a beaucoup changé et qui va encore changer. Je rappelle qu'en 2004, quand on a fait l'élargissement à 10 nouveaux États membres, il y avait 2 îles de la Méditerranée, mais sur les 8 autres États, il y en a 6 qui, 15 ans avant, n'étaient pas des États, qui ont organisé des référendums illégaux, oui, illégaux, bien sûr, la Croatie, la Slovénie, les États baltes. C'est très différent. Laissons-le terminer, on dépasse. Des circonstances différentes, monsieur. La démocratie, elle s'exerce lorsque les citoyens peuvent s'exprimer. Et je pense qu'il est important En Corée du Nord, on vote aussi. En Corée du Nord, on vote aussi. Oui. On oublie ça. Nicolas Levrat. C'est des arguments tout à fait intéressants. Voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il est important un jour, alors peut-être c'est pas ce dimanche, parce qu'effectivement, il y a une opposition par la force qui est exercée par le... Entre les Catalans. Il y a donc une opposition à l'organisation de ce référendum, on verra ce qui se passe. Mais à un moment, bien sûr, il faudra que ça soit résolu par un processus démocratique. Et pas seulement en Catalogne. Je rappelle que dans un vote, ceux qui votent pour l'indépendance et ceux qui votent contre l'indépendance, tous exercent le droit à l'autodétermination. On peut aussi choisir de continuer à participer au projet politique dans lequel on est déjà inscrit. Et évidemment, il faudra qu'il y ait des votes au niveau espagnol. Et l'Europe devra se confronter à toutes ces questions, et pas uniquement celle de la Catalogne. On pourrait revenir pour parler de l'Écosse, de Serbie, du Kosovo, je ne sais pas. Je vous remercie. J'aimerais vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce débat qui, malheureusement, arrive à sa fin. J'aimerais vous remercier, vous, de l'avoir suivi chez vous dans des conditions peut-être un peu rocambolesques. Infrarouge revient mercredi prochain à la même heure. D'ici là, vous passez une excellente soirée, évidemment, sur la RTS. Bye bye.